Cette histoire commence dans un village de montagne, alors que la neige recouvre encore les toits et les routes. Un vieil homme nommé Monsieur Delair est assis devant un enregistreur posé sur un bureau de gendarmerie. Vous me demandez de raconter ce qui est arrivé à la jeune femme de la chaîne de fantômes. Sa voix tremble légèrement, mais on sent qu'il a déjà répété ces mots dans sa tête de nombreuses fois. Elle disait que son épisode au sanatorium ferait oublier l'accident du tunnel et qu'elle prouverait enfin qu'elle avait changé. Les gendarmes ne répondent pas dans l'enregistrement, on entend seulement le froissement d'un carnet et un stylo qui grattent le papier. Je lui ai donné les clés, j'ai signé la décharge et je lui ai dit de ne pas regarder trop longtemps les fenêtres du 3e étage. Après cette phrase, il y a un silence pesant, puis un léger soupir qui ressemble à un regret ancien. Ce que M. Delair va laisser derrière lui, c'est surtout une carte mémoire glissée dans une petite boîte en plastique trouée par le temps. Sur cette carte, il y a plusieurs heures de son, la nuit entière vécue par Léa et son ami Malik dans le sanatorium Saint-Brigitte. Ce que vous allez entendre maintenant, ce sont leurs voix, leurs peurs, leurs certitudes, tout ce que la neige n'a pas réussi à effacer. Salut à tous, c'est Léa, je vous parle depuis la route qui monte vers le sanatorium abandonné. La météo est catastrophique, mais vous me connaissez, je ne peux pas rêver mieux pour un épisode de Nuit claire. Tu peux aussi rêver d'un chauffage qui fonctionne, parce que là mes doigts sont en train de jouer. Malik plaisante, mais on devine dans son souffle court que la route est glissante et que la nuit tombe plus vite que prévu. Devant nous, il y a juste un mur de blanc et quelques sapins tordus, et pourtant, quelque part derrière, le sanatorium nous attend. Si on reste coincé là-haut, tu pourras au moins filmer ma transformation en statue de glace. Arrête, plus tu râles, plus le chat va t'adorer, ils ont une passion malsaine pour ton côté victime. Les pneus crissent sur la neige tassée, le moteur ronfle et au loin on entend parfois le grondement sourd d'un départ d'avalanche. Léa tient le téléphone dans une main, la caméra principale dans l'autre, et son rire se mélange à la vibration du signal qui disparaît par instant. Si la connexion coupe ce soir, pas de panique, on enregistrera tout en local, et je vous mettrai le montage complet dès que je redescends. De toute façon, vous le savez, je vous dois un épisode irréprochable après ce qui s'est passé dans le tunnel. Sa voix se fait plus basse sur cette dernière phrase, comme si elle parlait autant pour elle-même que pour ses abonnés. On a déjà dit que ce n'était pas ta faute, on a répété l'histoire 100 fois, tu la connais par cœur. C'était ma chaîne, c'était mon idée, c'est moi qui ai insisté pour qu'il continue à avancer, et c'est moi qui filmais pendant qu'il tombait. Un silence s'installe dans l'habitacle, seulement troublé par les essuie-glaces qui luttent contre la neige de plus en plus dense. Cette fois on fait tout proprement, on filme, on commente, et au premier vrai danger on s'en va, on est d'accord tous les deux. Oui, on est d'accord, on vient pour raconter, pas pour provoquer. On est venu chercher une histoire, pas une autre catastrophe. La camionnette finit par se garer sur un petit parking à moitié enseveli, au bord d'une forêt noire où les branches se courbent sous le poids de la neige. On entend la porte qui s'ouvre, l'air glacé qui envahit l'habitacle et le bruit sourd de leurs pas dans la poudre épaisse. Vous êtes en retard, la nuit tombe vite ici, surtout quand le temps décide de s'amuser avec vous. La voix de M. Delair apparaît sur l'enregistrement, plus jeune que lors de son témoignage, mais déjà râpeuse et prudente. Désolé, la route était vraiment mauvaise. Merci encore de nous avoir attendus. On ne voulait pas perdre cette occasion. Ce bâtiment ne bougera pas, il est resté là quand tout le reste a changé. Vous aurez d'autres occasions si vous laissez tomber ce soir. Léa rit doucement, un rire qui sonne comme un refus poli, et l'on devine qu'elle ne compte pas du tout renoncer. Non, vraiment, on a tout prévu, batterie, lampe, nourriture, on va faire une nuit complète. Ce sera historique pour la chaîne. On va juste essayer de ne pas devenir historique nous-mêmes en restant coincés jusqu'au printemps. Prenez au moins ces clés et cette lampe. La ligne téléphonique à l'intérieur marche une fois sur deux et ici le réseau disparaît au moindre nuage. On entend le cliquetis d'un trousseau de clés, le frottement d'un vieux plastique et un souffle plus proche du micro. Je ne peux pas vous empêcher d'entrer, mais je peux au moins vous rappeler ce que je dis à tous ceux qui viennent jouer aux chasseurs de fantômes.
Ne restez jamais trop longtemps devant les fenêtres du 3e étage. Si vous commencez à compter plus de silhouettes qu'il n'y a de personnes dans le bâtiment, partez. Malik étouffe un rire nerveux, tandis que Léa répond avec l'assurance de quelqu'un qui prend la phrase pour une anecdote pittoresque. Merci pour le conseil. Ça fera une excellente introduction pour l'épisode. Je dirais que même le gardien a peur de ces fenêtres. Je ne dis pas que j'ai peur, je dis que j'ai appris à ne plus soutenir certains regards ici. Il y a des nuits où la neige ne suffit pas à apaiser les morts. Le vent redouble soudain, comme pour ponctuer la phrase, et l'enregistrement capte un long sifflement qui fait grésiller le micro. Après quelques mots de politesse, les pas s'éloignent dans la neige, ceux du vieil homme vers son chalet, ceux de Léa et de Malik vers la silhouette noire du sanatorium. Le bâtiment apparaît alors, massif, allongé, avec ses multiples fenêtres éteintes qui reflètent par endroits la blancheur du paysage. Voilà Saint-Brigitte, ancienne gloire médicale du 19e siècle, aujourd'hui friche glaciale pour amateurs de frissons et de poussière. On dirait un paquebot échoué sur une mer gelée, avec toutes ses fenêtres comme des hublots morts. On va d'abord s'installer dans le hall, lancer le live, et ensuite on commencera la visite guidée. Vous allez voir chaque couloir de cet endroit. Le son de leurs pas se transforme quand ils montent les quelques marches, passant de la neige poudreuse aux carreaux fissurés de l'entrée. La porte principale grince, lourde et récalcitrante, puis elle cède avec un souffle qui résonne comme l'expiration d'un dormeur réveillé trop tôt. Nous y sommes, regardez-moi ce hall, ce carrelage, ces murs jaunis, on dirait que le temps a choisi de moisir ici plutôt que d'avancer. Je pose la caméra principale sur ce trépied, comme ça on aura un plan large, et toi tu peux te balader avec ton téléphone. Parfait, on va lancer le live tout de suite, tant qu'on a encore un minimum de signal. Dans le pire des cas, j'enregistrerai tout ici. On entend les bips familiers d'une application qui se lance, des notifications qui s'affichent, et la voix de Léa qui change légèrement de ton. Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode spécial. Nous sommes en direct depuis le sanatorium abandonné de Saint-Brigitte, dans les Alpes. La tempête arrive. Le réseau va peut-être nous lâcher, mais on va rester avec vous toute la nuit, en direct ou en différé. Oui, et si la connexion coupe, c'est que les esprits veulent garder ce qui va se passer pour eux, alors restez bien jusqu'à la fin du roleplay. Les commentaires défilent, on ne les entend pas, mais Léa les lit à voix haute, choisissant ceux qui nourrissent la tension. Je vois vos messages. Certains d'entre vous parlent déjà de silhouettes aux fenêtres. Je vous assure que pour l'instant, nous ne sommes que 2 ici. Au moment où elle prononce ces mots, un courant d'air fait claquer une porte au fond du couloir et le micro enregistre un léger sursaut dans sa respiration. Vous avez entendu ce bruit. On va aller voir ensemble ce que le bâtiment essaie déjà de nous dire. Ne quittez pas l'écran. Ils installent leur campement de fortune dans un coin du hall, avec une table bancale, des thermos, des batteries et une vieille lampe posée sur un radiateur froid. Je déteste ces radiateurs morts, on dirait des cercueils horizontaux, au moins ils ne risquent pas d'exploser. Arrête, tu vas traumatiser les plus sensibles. Je rappelle que ceci est une exploration respectueuse, pas une séance de torture. Elle rit en disant cela, mais ses pas se dirigent déjà vers le couloir de gauche, attiré par la porte qui a claqué. Le couloir est long, étroit, jonché de papier jauni, de gants de caoutchouc desséchés et de petites bouteilles brisées dont les étiquettes sont devenues illisibles. Devant nous, c'est l'ancienne aile des dortoirs, là où dormaient les patients quand le sanatorium était encore en activité. Enfin, dormez est un grand mot, vu ce que ton dossier me raconte sur les traitements expérimentaux qu'ils ont subis. Léa s'arrête devant une fenêtre aux vitres fendues, d'où l'on voit la pente couverte de neige qui descend vers la forêt. Pour ceux qui nous rejoignent, regardez bien dehors. Si vous voyez quelque chose bouger, dites-le dans le chat. Pendant quelques secondes, il n'y a que le silence, puis on devine que les commentaires remontent en masse sur son écran. Certains d'entre vous disent qu'ils voient des formes immobiles dans la neige, alignées face au bâtiment, mais je ne vois rien d'autre que des arbres. Tu sais que tu viens de déclencher une guerre dans le chat entre ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Elle s'éloigne de la fenêtre avec un petit frisson qu'elle s'efforce de transformer en plaisanterie, mais le micro ne ment pas sur l'inflexion de sa voix. On va continuer la visite. Plus tard, on reviendra ici et on verra si vos silhouettes ont décidé de se rapprocher du bâtiment. Plus loin, la porte d'une petite chambre est restée entr'ouverte. Une plaque métallique indique un numéro et un nom aujourd'hui effacés.
Ici, on devait loger 2 ou 3 patients. On va jeter un œil. Vous allez voir l'état des murs. C'est saisissant. Elle pousse la porte et l'on entend le grincement d'un ressort de lit rouillé, puis un léger choc comme si quelque chose glissait sur le sol. Regarde ce miroir, il tient encore au mur, même si la glace est fendue de haut en bas. Sur l'enregistrement, le pas de Léa s'arrête et son souffle se rapproche du micro, comme si elle se penchait vers la surface réfléchissante. Je vais vous montrer ma tête de courageuse exploratrice. Vous voyez derrière moi le couloir, les portes fermées, tout va bien. Pendant qu'elle parle, quelque chose change dans le reflet, que la caméra ne décrit pas avec des mots, mais que le silence soudain rend perceptible. Attends, recule un peu, je crois que le chat va exploser quand il verra ça. Vous voyez ce que Malik voit? Moi, je ne vois que des ombres. Dites-moi si je suis en train de me ridiculiser. Quelques secondes plus tard, Léa reprend la parole avec un ton légèrement différent, comme si elle venait de lire un commentaire troublant. Certains d'entre vous affirment qu'il y a des silhouettes assises le long du couloir derrière moi, alors que je vous jure que je ne vois personne. Malik s'approche à son tour du miroir, on entend son souffle plus près, puis un juron étouffé qu'il transforme en plaisanterie maladroite. C'est sûrement un reflet de la lumière, ou alors votre imagination collective est en train de faire des heures supplémentaires. La scène se termine sur un rire forcé, et Léa propose de quitter la petite chambre, comme si la plaisanterie commençait à peser sur leurs nerfs. On reviendra plus tard sur ce miroir. Pour l'instant, on va monter vers les étages supérieurs, là où les dossiers parlent de patients spéciaux. Ils quittent l'aile des dortoirs, redescendent vers le hall et prennent l'escalier principal qui craque sous leur poids, accompagné d'un léger écho. Au premier étage, les murs sont couverts d'affiches déchirées, de consignes de désinfection, de schémas de poumons dessinés avec des traits épais. J'ai remis la caméra principale en route. On aura un bon plan de l'escalier, au cas où quelque chose déciderait de nous suivre. Si quelque chose décide de nous suivre, j'espère qu'il respectera au moins les droits à l'image. On est déjà assez mal payé comme ça. Au deuxième étage, l'air semble plus froid encore et l'enregistrement capte un léger brouillard qui trouble le son, comme si la pièce était envahie de buée. Nous voici dans la partie supérieure. C'est ici que se trouvaient les chambres des patients les plus graves, selon les archives. Elle pousse une porte au hasard et découvre une pièce où le papier peint se détache en lambeaux, révélant des inscriptions griffonnées à même l'enduit. Sur ce mur, quelqu'un t'a écrit des phrases en petites lettres. On dirait une prière ou une liste de prénoms. C'est difficile à lire. Elle énumère quelques prénoms à voix haute, des prénoms anciens, et le son prend soudain une résonance étrange, comme si chaque nom était une note dans une mélodie oubliée. Tu as vu ce coffre dans le coin, celui qui est presque caché par le papier peint arraché. Léa s'approche, soulève le couvercle qui grince, et l'on entend le froissement d'anciens papiers, des dossiers médicaux, des lettres et un objet plus lourd qui tombe. Vieille montre de poche en argent, avec une chaîne cassée, et un carnet relié en cuir. C'est sûrement un journal. Elle remonte le couvercle de la montre, et l'on entend un cliquetis sec, suivi d'un tic-tac qui s'installe, régulier, obstiné, alors qu'il ne devrait plus y avoir d'énergie. Ce n'est pas possible que ça se remet en marche tout seul, sauf si quelqu'un avait remonté le mécanisme il y a peu. Nous sommes les premiers ici depuis longtemps. En tout cas officiellement, je vous laisse juger par vous-même de ce tic-tac. Le son de la montre devient un arrière-plan constant dans l'enregistrement, comme un cœur étranger qui se serait mis à battre au centre du bâtiment. Quant au carnet, je vais en lire quelques lignes pour voir si nous avons trouvé un trésor de narration ou juste une liste de médicaments. Elle s'assoit sur le bord du lit rouillé, le journal sur les genoux, la lampe braquée sur les pages jaunies couvertes d'une écriture fine. Je lis ici le prénom Jeanne, 16 ans, admise pour une maladie des poumons, fille de cultivateur, venue de la vallée voisine. Sa voix se fait un peu plus douce, comme si elle adoptait malgré elle le rythme de la jeune fille dont elle lit les mots. Jeanne écrit qu'elle tousse la nuit, qu'elle compte les fenêtres en face de son lit pour ne pas penser aux autres qui ne se réveillent pas. Chaque phrase lui semble faire vibrer un peu plus le bâtiment, comme si le sanatorium se souvenait soudain de ce nom oublié. Elle raconte que le docteur Valette lui a promis un traitement spécial qui la tient à t'éveiller et la sauverait de la mort qui rôde. Malik s'agit en arrière-plan, et son malaise perce dans le changement de qualité de son souffle capté par le micro. Léa,
c'est bien pour le contenu, mais fais attention à ce que tu réveilles en lisant tout ça à voix haute. Tu es en train de me dire que je dois respecter le sommeil des morts, alors que ma chaîne vit précisément de leur histoire. Elle rit légèrement, mais la phrase de Malik laisse une trace, comme une fine fissure dans sa confiance habituelle. Je vais lire encore un passage, après on redescendra vers le hall pour relancer le live. Je vois que la connexion a déjà sauté. Elle tourne une page, et l'on entend le froissement sec du papier ancien, suivi du tic-tac de la montre qui semble légèrement accélérée. Jeanne raconte le premier soir du traitement, ils l'ont installé sur une chaise près de la fenêtre, face à la neige qui tombe. La description continue, portée par la voix de Léa, et l'on comprend que les patients les plus désespérés étaient condamnés à veiller toute la nuit. Elle dit qu'on leur a promis de l'argent pour leur famille s'ils acceptaient de rester éveillés, et qu'ils devaient surveiller la neige pour tous les autres. À ce moment précis, un bruit sourd retentit dans le couloir, comme une chaise que l'on traîne sur un sol dur, et la voix de Léa s'interrompt. Vous avez entendu ça? Dites-moi que c'est juste le vent ou une brique qui est tombée, parce que sinon je commence à regretter mes choix. Elle se reprend et corrige sa phrase en riant, mais le lapsus reste tressant, un début de panique qu'elle tente de masquer. On va aller voir, de toute façon tu sais bien que si on ignore les bruits, ils finiront par venir jusqu'à nous. Ils referment la malle, emportent la montre et le journal, et ressortent dans le couloir où le froid semble plus intense qu'à leur arrivée. Le tic-tac continue, toujours régulier, comme un métronome qui s'acharne à marquer une heure que personne n'a encore nommée. Nous sommes maintenant au 2e étage de Saint-Brigitte. On vient de trouver le journal d'une ancienne patiente et une montre qui a décidé de revivre. Elle résume pour les spectateurs qui verront le montage, faisant comme si elle avait encore face à elle un public en direct qui commente chaque geste. Je propose qu'on redescende au hall, qu'on vérifie le matériel, et qu'on décide ensuite si l'on explore le sous-sol ou les combles. Le chat choisirait sûrement le sous-sol, mais je commence à penser que ce n'est pas la meilleure idée pour notre santé mentale. Il redescend de l'escalier, et le son change, plus de réverbération, plus de craquements, comme si d'autres pas se superposaient aux leurs. Vous entendez ces échos? On dirait vraiment que quelqu'un marche juste derrière nous, mais je vous promets que Malik et moi sommes seuls. Elle se retourne, et l'on entend le frottement de la lampe contre la rampe, mais il n'y a qu'un souffle plus profond qui remplit le micro. C'est l'acoustique, c'est tout. Les vieux bâtiments font ça. Ils gardent les bruits et te les renvoient quand tu ne t'y attends pas. Arrivé au hall, il constate que la caméra principale s'est arrêtée, l'écran est noir et la batterie pourtant pleine affiche un message d'erreur incompréhensible. Très bien, votre plan large vient de mourir. Mais on a encore le téléphone, on va relancer le live et continuer, rien ne nous arrête. Elle dit cela avec une énergie presque forcée, comme si elle refusait de voir dans cette panne autre chose qu'un simple caprice électronique. Bonsoir à ceux qui nous retrouvent, la connexion a sauté, la caméra s'est arrêtée, mais nous sommes toujours là, et nous avons trouvé des choses étranges. Elle résume l'histoire de Jeanne, le traitement qui empêche de dormir, la montre qui s'est remise à battre et les pas dans l'escalier. Oui, et je rajoute que certaines caméras ont enregistré des choses que nous n'avons pas vues, alors j'ai hâte de regarder tout ça au chaud, plus tard. Le live semble tenir un peu de temps, puis les notifications se font moins fréquentes, signe que le signal se dégrade à nouveau. Nous allons maintenant monter au 3e étage, celui dont le gardien nous a parlé, celui des fenêtres à éviter. Le ton change légèrement, comme si elle savourait la correspondance entre l'avertissement du vieil homme et le goût de son public pour le danger. Je te rappelle le pacte, si on voit vraiment quelque chose d'anormal, on filme un peu et on repart avant que ça ne tourne mal. Je sais, je ne suis pas venu pour sacrifier qui que ce soit, ni toi, ni moi, ni un autre ami comme la dernière fois. Le mot ami résonne avec une gravité particulière et on devine dans le léger tremblement de sa voix l'image du tunnel qui remonte. L'escalier vers le 3e étage est plus étroit, plus raide, et chaque marche semble protester comme un os qui se plaint. L'air devient encore plus froid ici, c'est étrange, on a l'impression que le bâtiment respire différemment. Ils arrivent sur un palier où une longue rangée de fenêtres donne sur la pente enneigée, la forêt, et plus loin encore sur le ciel chargé de nuages. Voici le fameux 3e étage, je vais vous montrer les fenêtres que nous ne sommes pas censés regarder trop longtemps.
Elle s'approche de la première vitre, l'essuie du revers de la manche et colle presque son front contre le verre glacé. Dehors, je vois la neige, des troncs sombres, rien d'autre. Si vous voyez plus que moi, dites-le, mais ne trichez pas. Le silence dure quelques secondes, puis Léa lit à voix haute quelques commentaires, où certains annoncent déjà la présence de silhouettes debout dans la neige. Vous dites qu'ils sont 10, alignés face au bâtiment, immobiles. Je vous assure que mes yeux à moi ne voient que des arbres. Malik se tient à distance, préférant filmer la scène plutôt que de regarder lui-même dehors, comme si une instinctive prudence le retenait. Je vais zoomer un peu, on verra bien. Peut-être que la caméra voit ce que nos yeux ne veulent pas voir. Il ajuste la mise au point et l'on entend un léger bip, puis un souffle plus fort qui pourrait être celui de Léa se rapprochant pour regarder l'écran. Je vois des formes floues, c'est peut-être juste un effet de contraste avec les arbres, ou alors notre imagination collective me joue des tours. Elle recule finalement, en rayant pour désamorcer la tension, et propose de continuer à explorer les pièces de cet étage. On va visiter quelques chambres, peut-être que le journal de Jeanne y mentionne quelque chose, et après on redescendra. La première porte qu'il ouvre mène à une chambre presque vide, avec un lit, une table de chevet et une chaise tournée vers la fenêtre. Ici, quelqu'un a vécu, ou plutôt quelqu'un a attendu, en regardant la neige tomber exactement comme elle tombe ce soir. Elle observe la chaise, et l'on devine qu'elle pense à Jeanne et à son traitement qui exigeait qu'elle veille toute la nuit. Je ne sais pas si c'était une méthode médicale ou une punition, mais forcer les gens à regarder dehors sans jamais fermer les yeux, c'est cruel. Malik ne répond pas, et le silence entre eux devient un personnage à part entière, lourd de souvenirs et de reproches inavoués. Tu te souviens de ce qu'il nous a dit, le gardien, quand il a parlé de silhouettes en pluie? Tu crois qu'il exagérait? Je crois surtout qu'il a vu trop de nuits ici, et qu'il a appris à ne plus tout raconter, sinon personne ne viendrait. Un courant d'air traverse brusquement la pièce, et la porte claque presque derrière eux, comme si le bâtiment voulait les retenir à l'intérieur. Très bien, Saint-Brigitte, nous avons compris que tu n'aimes pas les portes ouvertes, mais nous ne sommes pas ici pour te juger. Elle rit en disant cela, mais sa main reste un peu plus longtemps que nécessaire sur la poignée, comme pour vérifier qu'elle s'ouvrira encore. Il visite plusieurs chambres similaires, toutes marquées par la même disposition, un lit, une table, une chaise tournée vers la fenêtre. On voit que l'obsession ici, c'était de regarder dehors, comme si la guérison se trouvait au-delà de la vitre, dans cette blancheur. À mesure qu'elle parle, les couloirs semblent se ressembler davantage, et l'on a l'impression qu'ils repassent plusieurs fois devant les mêmes portes. Tu es sûr qu'on n'a pas déjà vu cette fissure-là? Sur ce mur, j'ai la sensation étrange que le couloir se replie sur lui-même. Si le bâtiment commence à nous jouer des tours avec l'espace, on aura vraiment un épisode complet, mais je préfère que ce soit une simple impression. Ils reviennent finalement près des fenêtres, où la neige tombe encore plus drue, et où la nuit a pris cette qualité particulière qui déforme les distances. Les amis, je vous propose un dernier regard dehors avant qu'on redescende, puisque vous insistez pour compter les silhouettes. Elle colle de nouveau son front contre le verre, et cette fois sa respiration se bloque net, comme si quelque chose venait de la frapper sans bruit. Vous avez gagné. Maintenant, même moi je vois des formes dans la neige, alignées, immobiles. On dirait des gens assis ou debout, je n'arrive pas à savoir. Sa voix est plus sèche, plus courte, et on entend le frottement de ses doigts sur le rebord de la fenêtre, comme si elle cherchait un appui. On descend, Léa. Tu as ce que tu voulais, une image forte, une sensation étrange, on n'a pas besoin de plus. Dans une minute, encore une seconde, je veux juste être sûr de ce que je vois, ou de ce que je crois voir. Le tic-tac de la montre, toujours présent, semble s'accorder au rythme de son hésitation, comptant chaque seconde passée devant la vitre. Finalement, elles se détachent du verre et ils prennent la direction de l'escalier, mais leurs pas sont plus rapides, comme si la décision avait été arrachée de force. On va faire une tomba, je commence à avoir mal à la tête, et je ne sais pas si c'est le froid ou la lumière qui me fait ça. Ou le regard de 10 inconnus imaginaires plantés dans ton dos pendant que tu fais semblant de plaisanter. Ils redescendent et l'enregistrement se trouble légèrement, comme si la bande elle-même était affectée par la fatigue et la tension. De retour dans le hall, ils s'assoient un moment, boivent du café tiède et reprennent leur souffle pendant que la montre continue de battre sur la table.
Je vais relire quelques passages du journal de Jeanne. Peut-être qu'elle a parlé de ce 3e étage et de ses fenêtres. Elle ouvre le carnet et ses doigts tremblent légèrement sur les pages, mais elle force sa voix à rester claire et posée. Jeanne écrit qu'ils ne devaient jamais tourner la tête, que leurs yeux devaient toujours rester tournés vers la vitre. Sinon, le docteur disait que la mort entrerait par derrière. La phrase résonne dans le hall vide et même le vent semble faire une pause avant de reprendre son chant autour du bâtiment. Elle raconte que certains ont supplié pour dormir, mais qu'on leur a bandé les bras, qu'on a attaché leurs mains aux accoudoirs des chaises. Malik serre les lèvres et le micro capte un léger grincement de ses dents, signe que les mots lui prouvent une violence qu'il imaginait moins directe. On aurait peut-être dû choisir un endroit avec des légendes de lumière dans le ciel et des chèvres qui parlent, tu ne crois pas? Tu avais dit que tu me suivrais partout pour cette seconde chance. Tu savais très bien que je ne choisirais pas un endroit doux. Elle marque une pause, regarde la montre qui continue de battre et avoue quelque chose d'important d'une voix plus basse. Je crois que je suis venue ici pour me punir un peu, pour prouver que je peux tout voir en face, même les pires histoires, sans détourner les yeux. Cette confession reste suspendue dans l'air froid du Graal, comme une buée qui refuserait de se dissiper, et le bâtiment semble l'absorber avec curiosité. Tu n'as pas besoin de te punir, tu as juste besoin de raconter, et de savoir quand arrêter de filmer, c'est la seule vraie leçon. L'instant a quelque chose de fragile, de presque tendre, mais l'enregistrement ne leur laisse pas le temps de s'y attarder, car un bruit retentit dans le plafond. On dirait quelque chose qui glisse au-dessus d'eux, lourd, ample, comme une chaise que l'on tire sur un parquet ancien, puis un second bruit plus proche de l'escalier. Tu as entendu, cette fois ce n'est pas le vent, ça vient du dessus, exactement de là où nous étions tout à l'heure. Peut-être que nos veilleurs ont décidé de changer de place, ou qu'ils répètent un vieux rituel que nous avons interrompu. Léa hésite un moment, puis prend une décision qui va changer la suite de la nuit, et sa voix reprend un peu de sa détermination première. On a un sous-sol à explorer, des rumeurs de pièces cachées et de traitements spéciaux. Si on reste juste ici à avoir peur, on n'apprendra rien. Bien sûr, descendons exactement là où la lumière ne va pas, là où le réseau ne passe plus, et où personne n'entendra si on crie. Malgré sa protestation ironique, on entend Malik se lever, ranger son matériel, vérifier les batteries, signe qu'il a accepté de suivre Léa encore une fois. Il se dirige vers une porte au fond du hall, à moitié masquée par un panneau renversé, avec une inscription effacée qui mentionne les services techniques. D'après les plans, derrière cette porte se trouvent les escaliers, qui descendent vers les salles de traitement et peut-être vers le fameux sous-sol dont parle le journal. La poignée résiste d'abord, puis cède dans un craquement, et un souffle d'air plus froid encore monte des marches noyées dans l'obscurité. L'odeur est différente ici, moins de poussière, plus d'humidité, comme si quelque chose avait continué à respirer dans ces murs après la fermeture. La lampe tremble un peu dans la main de Léa, et la lumière danse sur les marches, révélant des traces d'usure récentes qui ne devraient pas exister. On dirait que quelqu'un est passé ici, il n'y a pas si longtemps. Les bords de certaines marches sont plus nettes, comme si des pieds les avaient usés à nouveau. Chaque marche descendue semble les éloigner du reste du monde, et le tic-tac de la montre devient plus fort, comme s'il venait du bas de l'escalier. Au pied des marches, ils découvrent un couloir bas de plafond, avec des tuyaux, des câbles et plusieurs portes lourdes, toutes fermées. Bienvenue dans les entrailles de Saint-Brigitte, là où on rangeait ce que les autres ne devaient pas voir, ni entendre, ni sentir. Elle choisit une porte au hasard, tente de l'ouvrir, mais la serrure résiste, rouillée, soudée presque par le temps et l'abandon. Je crois que la clé que le gardien nous a donnée ne servait pas seulement aux caisses administratives, tu devrais essayer ce trousseau. Léa sort les clés de sa poche, les fait teinter et cherche celle qui correspond, découvrant une clé plus ancienne, plus lourde, au métal terni. Si cette clé ouvre cette porte, je commence à croire que quelqu'un voulait vraiment que nous descendions ici. Elle insère la clé, tourne avec effort, et la porte finit par céder, laissant s'échapper un air plus froid encore et une odeur métallique. La pièce derrière est grande, bordée de chaises en métal, toutes tournées vers un mur percé de petites fenêtres hautes, aujourd'hui obstruées de planches. Nous avons trouvé la salle des veilleurs, je crois. Regardez ces chaises alignées, ces sangles sur les accoudoirs, ces marques sur le sol. Les sangles pendent encore, desséchées mais intactes, et le sol porte des traces sombres que l'on préfère ne pas analyser de trop près.
Apparemment, la méthode consistait à attacher les gens ici, sous ces fenêtres, pour qu'ils regardent la nuit sans pouvoir fermer les yeux. Léa s'avance au milieu de la salle et pose la montre sur la première chaise, comme pour marquer un centre invisible. On va faire un test, je vais m'asseoir un moment ici, et vous me direz ce que vous ressentez, même si vous ne verrez cette scène qu'en différé. Malik proteste aussitôt, et sa voix n'a plus rien de plaisant, elle est dure, tendue, comme celui qui a trop longtemps cédé par loyauté. Non, tu ne t'attaches pas sur ces chaises, tu ne joues pas à devenir l'une de leurs expériences, pas pour une vidéo, pas pour ton public, pas pour toi. Léa reste debout, la main sur le dossier, et le poids du passé s'ajoute au poids des regards imaginaires de milliers d'abonnés. Tu avais dit que tu me suivrais partout, mais je ne te regarderai pas te sacrifier pour apaiser ta culpabilité, je refuse de veiller encore une fois sans rien dire. La phrase claque dans la salle, résonne sur les murs nus, et même la montre semble hésiter une seconde avant de reprendre son rythme. Finalement, Léa renonce à s'asseoir, du moins pour l'instant, et décide de continuer à explorer les autres pièces du sous-sol. D'accord, je ne m'assois pas, mais on va au moins voir ce qu'il y a derrière les autres portes, sinon on ne comprendra jamais jusqu'où tout cela allait. Ils sortent de la salle des chaises, refermant la porte, et avancent dans le couloir, la lampe éclairant des plaques de métal rouillé et des vitres opaques. Une autre porte porte la mention d'un service de radiologie, une autre parle de laboratoire, une dernière n'a aucune inscription, seulement un numéro. C'est toujours la porte sans étiquette qui cache les secrets les plus sales, on dirait la règle universelle des lieux hantés. Elle tente d'ouvrir cette porte numérotée, et cette fois-ci la serrure cède immédiatement, comme si elle avait été souvent utilisée. À l'intérieur, une petite pièce abrite des étagères avec des dossiers, des boîtes en fer et un bureau sur lequel sont posés des carnets identiques à celui de Jeanne. On dirait l'archive du docteur, avec tous les journaux des patients qu'il a choisis pour son traitement spécial. Elle effleure les dos des carnets, lit quelques prénoms, et la pièce semble se remplir de présences silencieuses avides de la moindre attention. Tu ne vas pas tous les lire, Léa, on en a déjà un, et à voir la façon dont la salle de chaise t'a regardé, ce n'est pas une bonne idée. Elle sourit tristement, consciente à la fois de la valeur narrative et du danger intime de cette accumulation de voix. Je vais juste prendre celui de Jeanne avec moi, et peut-être un autre, pour vérifier si elle est la seule à avoir parlé des veilleurs. Elle ouvre un second carnet, lit quelques lignes et découvre que d'autres patients évoquent le même rituel, la même obligation de garder les yeux ouverts. Ce n'était pas une exception, c'était un système, ils ont fabriqué des sentinelles humaines pour surveiller la mort dehors, comme si elle marchait dans la neige. La description donne au bâtiment une autre dimension, comme si ces murs avaient été construits pour encadrer non pas des corps, mais des regards. Pendant ce temps, la météo empire et le vent se fait plus violent, secouant la structure du sanatorium au point de faire vibrer les vitres encore intactes. La ligne téléphonique cesse progressivement de fonctionner, les notifications disparaissent et Léa sait qu'elle ne peut plus compter que sur ses enregistrements. À partir de maintenant, ce que nous vivons ici ne dépend plus du direct, c'est entre nous, Saint-Brigitte Malik, les morts et moi. La phrase marque un basculement net, comme si elle avait signé sans le savoir un contrat avec le bâtiment et ce qui y reste. Il remonte finalement vers le hall, puis vers les étages, et l'enregistrement se remplit de bruits de pas, de craquements, de chuchotements de plus en plus difficiles à situer. On va retourner au 3e étage, je veux vérifier quelque chose, je crois que les silhouettes d'or se sont rapprochées pendant que nous étions en bas. Ou alors c'est ton cerveau qui se rapproche d'une limite raisonnable et qui essaie de te le dire avec des images. Malgré sa remarque, Malik suit, enfermé lui aussi dans ce mouvement presque hypnotique qui les pousse vers les fenêtres interdites. Lorsqu'il arrive au palier du 3e étage, le couloir semble plus étroit qu'avant et l'air est si froid que la buée de leur respiration devient épaisse comme de la fumée. Je vois de la condensation partout, comme si le bâtiment lui-même respirait, c'est impressionnant et franchement dérangeant. Ils avancent jusqu'aux fenêtres et l'on entend le froissement de leurs vêtements, le léger choc de la lampe contre le mur, puis un silence soudain. Dehors, ils sont plus près, je les vois clairement maintenant, des silhouettes assises dans la neige, alignées face à nous, les yeux tournés vers le bâtiment. L'enregistrement ne montre pas leurs yeux, mais la certitude de Léa suffit à donner à ces formes une présence oppressante. Nous descendons, Léa, c'est la dernière fois que je le dis calmement, on ne reste pas ici à offrir nos regards à ce genre de choses,
Je vais juste enregistrer une minute, une seule, et après on redescend. Ce sera la scène centrale de l'épisode, celle qui donnera un sens à tout ça. Malik finit par céder, encore, et l'on entend le léger clic de la caméra qu'il met en marche pendant que Léa décrit la scène pour les futurs spectateurs. Devant nous, il y a une dizaine de silhouettes, assises comme sur des chaises invisibles. La neige s'accumule sur leurs épaules et leurs genoux, mais elles ne bougent pas. Le tic-tac de la montre change encore, se fige un bref instant, puis reprend avec un rythme inversé, comme si le temps avait décidé de reculer. Soudain, un bruit sourd retentit dans l'enregistrement, comme un choc contre le mur, et la voix de Malik se coupe après un cri bref. Malik, où tu es, ce n'est pas drôle. Réponds, arrête de te cacher, ce n'est pas le moment de faire ce genre de blague. Sa voix monte, chargée d'une inquiétude réelle, et l'on entend ses pas précipités courir le long du couloir, ouvrir des portes, appeler. Réponds-moi, je ne plaisante pas. Il faut que tu dises quelque chose. Je ne peux pas rester seule avec ça. Pas ici, pas maintenant. Personne ne répond, seulement le vent qui souffle dehors, les craquements du bois, et au loin un grincement régulier, comme celui d'une chaise qu'on balance doucement. Léa revient vers les fenêtres, haletante, et son souffle occupe presque tout l'espace sonore, couvrant même le tic-tac. Les silhouettes sont toujours là, mais je crois que l'une d'elles s'est levée. Je ne la vois plus dans la ligne, je sens pourtant son regard sur moi. La phrase est murmurée, mais chaque mot est limpide, précis, comme si la peur aiguisait la diction plutôt que de la troubler. Elle finit par se détourner, descend à toute vitesse l'escalier et claque presque chaque porte dans son passage, cherchant Malik dans toutes les pièces. Je suis descendue jusqu'au sous-sol. J'ai traversé la salle des chaises, je ne le trouve pas. Il s'est volatilisé, comme s'il avait été avalé. Le bâtiment grince en réponse et le son prend une tonalité basse, vibrante, comme un animal qui grogne dans sa cage. Je sais que tu m'entends, Malik. Si c'est toi qui as décidé de partir sans moi, tu me dois au moins une phrase, un adieu, quelque chose. Elle répète son nom plusieurs fois, mais seul l'écho le renvoie, légèrement déformé, plus nombreux qu'il ne devrait l'être. Après un temps indéfini, elle retourne au hall, reprend la montre sur la table, prend le carnet de Jeanne et pose la caméra face à elle. Je vais continuer, même si tu n'es plus là. Je vais raconter jusqu'au bout, parce que c'est ce que je sais faire, c'est tout ce qui me reste. Sa voix n'est plus celle de l'animatrice enthousiaste, mais celle d'une femme qui vient de perdre son dernier repère et qui refuse de céder à la panique. Si quelqu'un écoute ça un jour, sachez que je n'ai pas voulu faire de mal, je voulais juste montrer, comprendre, mettre des mots et des images sur ce qui nous hante. Elle ouvre le carnet, cherche la dernière page écrite par Jeanne et lit avec une lenteur qui donne à chaque phrase le poids d'un adieu. Jeanne dit qu'à la fin, elle a compris que le docteur ne cherchait pas à guérir leur corps, mais à garder leurs yeux ouverts pour lui. La phrase suivante écorche presque la voix de Léa, tant elle semble proche de ce qu'elle vit elle-même. Elle écrit que les veilleurs ne sont pas que ceux qui sont assis sur les chaises, mais aussi ceux qui l'acceptent de regarder, encore et encore, sans détourner les yeux. Le mot « regarder » résonne et l'on comprend que dans ce système, les patients, les médecins et même les futurs spectateurs partagent la même responsabilité. Si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez cette bande, vous faites déjà partie de ceux qui veillent avec nous, même si vous ne le savez pas encore. Elle s'interrompt, écoute et croit entendre au loin un chuchotement, une sorte de chœur discret qui répète les derniers mots du journal. À ce moment-là, l'enregistrement commence à présenter des anomalies, des interférences, des morceaux de voix qui se superposent comme des couches de temps mélangées. On croit entendre la voix de Jeanne, celle de Malik, celle d'autres patients inconnus, toutes disant le même mot, veillez, veillez, veillez. Léa se lève, emporte la montre et le carnet et se dirige vers le 3e étage, comme si quelque chose y appelait irrésistiblement. Si c'est ce que tu veux, Saint-Brigitte, je vais regarder avec toi, je vais partager ton regard, et ensuite peut-être que tu le laisseras partir. Il n'est pas clair si elle parle du regard du bâtiment, de celui du docteur, de celui des spectateurs ou de celui de la culpabilité qui la ronge. Lorsqu'elle arrive au 3e étage, le couloir est presque parfaitement silencieux, comme si le bâtiment retenait son souffle. Les silhouettes dehors ne sont plus les mêmes, je crois qu'il y en a une de plus, assise face à la vitre, et je ne sais pas qui elle est. Elle s'approche de la fenêtre, pose la montre sur le rebord et s'assoit sur le sol à quelques centimètres de la chaise vide tournée vers la vitre.
Je ne m'attacherai pas, je ne te donnerai pas ça, mais je vais rester ici un moment, les yeux ouverts, et on verra bien qui fatiguerait le premier. » L'enregistrement se prolonge, rempli de son souffle, du tic-tac, du craquement du bois, du grondement du vent, et parfois de chuchotements indistincts. Par instant, la voix de Léa se fait à peine audible, comme si elle parlait à quelqu'un de tout près, sans que le micro puisse saisir les réponses. On entend de temps à autre des phrases qui se détachent, où elle parle de son ami du tunnel, de Malik, de sa chaîne, de ses abonnés, de ce besoin d'être vue. J'ai passé des années à chercher votre regard à tous, à compter les vues, les commentaires, les pouces levés, et maintenant c'est moi qui suis compté par eux. La phrase « ils », « eux » semble renvoyer autant aux veilleurs dehors qu'aux spectateurs invisibles devant leurs écrans. Je voulais réparer quelque chose en venant ici, prouver que l'on pouvait raconter sans blesser, mais je crois que certains lieux refusent la réparation. Le temps se dilate et l'on ne sait plus combien de minutes, combien d'heures elle reste assise là, les yeux ouverts, rivés à la vitre. À un moment, la montre s'arrête net, le tic-tac se tait, remplacé par un silence si dense qu'il en devient presque un son à part entière. Je crois que j'ai arrêté de compter, je crois que je ne sais plus si je suis en train de veiller sur eux ou si c'est l'inverse. Sa voix est calme, étrangement apaisée, comme celle de quelqu'un qui a trouvé une forme de décision dans la fatigue extrême. Peu après, l'enregistrement se trouble, la bande se remplit de parasites, de sons impossibles à identifier, puis la voix de Léa revient, plus proche, plus intime. Si quelqu'un trouve ça un jour, sachez que vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout. Vous pouvez éteindre, fermer les yeux, refuser de devenir des veilleurs. Elle marque une pause, puis ajoute une phrase qui sonne comme un sourire triste. Mais vous ne le ferez pas, n'est-ce pas, parce que vous voulez savoir, et que savoir signifie parfois veiller plus longtemps qu'il ne faudrait? L'enregistrement se termine sur un bruit de chaise qui racle le sol, puis un long froissement de tissu, comme si quelqu'un se levait enfin. Puis le silence s'installe, et aucune autre parole ne vient, seulement le vent qui reprend sa place autour du sanatorium. C'est à ce moment-là que l'enregistrement brut de la carte mémoire s'arrête, laissant les gendarmes, le gardien et ceux qui l'écouteront plus tard face à ce vide. Monsieur Delair, dans son témoignage, avoue qu'il ne sait toujours pas comment cette bande a fini par être mise en ligne sur une nouvelle chaîne anonyme. Je n'ai jamais ouvert d'ordinateur pour faire ça, je n'ai pas créé de compte, et pourtant la vidéo est apparue, avec un titre que je n'aurais jamais choisi. La vidéo s'intitule Nuit au sanatorium Saint-Brigitte enregistrement brut et elle commence exactement comme la carte mémoire, sans montage, sans introduction. Les gens l'ont regardé, ils ont commenté, certains m'ont dit qu'ils avaient du mal à dormir depuis, qu'ils avaient l'impression d'être observés la nuit. Ils parlent de centaines de milliers de vues, puis de millions, et de commentaires qui décrivent des silhouettes dans les reflets des écrans, même loin de la montagne. Je me suis surpris à regarder moi aussi cette vidéo, une nuit, et j'ai cru voir mon propre reflet derrière les fenêtres du 3e étage. Sa voix se brise brièvement, puis il reprend, en homme qui a vu trop de choses pour encore croire aux coïncidences simples. J'ai essayé de signaler la vidéo, de la faire supprimer, mais à chaque fois la page se fiche, le curseur tourne, et je n'y arrive pas. Il ajoute que lorsqu'il essaie, il entend parfois au fond de lui un tic-tac qui n'existe plus nulle part ailleurs, comme celui de la montre de Valette. Alors j'ai décidé de raconter cette histoire à voix haute ici, pour que vous sachiez au moins ce que vous écoutez, ce que vous regardez et ce que vous nourrissez. C'est ainsi que notre récit revient au bureau de gendarmerie, où le vieil homme termine son témoignage et où l'enregistreur s'arrête dans un petit clic sec. Vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, vous avez déjà fait ce que les veilleurs attendent, vous avez offert votre attention à leur silhouette immobile. Pourtant, vous avez encore un pouvoir que les patients de Saint-Brigitte n'avaient plus, celui de choisir où se tourne votre regard et ce que vous faites de vos nuits. Si cette histoire vous a accompagné, si elle a fait frissonner quelque chose en vous, je vous remercie sincèrement d'être resté avec nous jusqu'à la dernière seconde. Votre écoute donne vie à cette série Histoire courte de fantômes, et c'est grâce à vous que ces récits peuvent continuer à voyager d'écran en écran. Si vous avez aimé ce moment passé dans le sanatorium Saint-Brigitte, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti.
Si vous souhaitez soutenir encore plus notre travail, vous pouvez faire un don en utilisant le code QR en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Dans la description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres histoires issues de séries totalement différentes que vous pourrez découvrir quand vous voudrez. Merci d'avoir veillé avec nous. Merci d'avoir laissé une place à ces voix dans votre nuit, et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle histoire de fantômes. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, éteignez les lumières quand vous le décidez, et n'oubliez pas de regarder parfois ailleurs que vers les fenêtres du 3e étage.